Bonjour à tous, une chronique philosophique par Mont et par Vaux. Et cette chronique, donc, je la veux un petit peu spéciale puisqu'on apprend jour après jour, nous sommes à la fin du mois d'avril 2020, que les lycées vont rester fermés jusqu'au mois de juin, que le baccalauréat session 2020 a définitivement disparu puisqu'il ne va s'agir que d'un seul et unique contrôle continu. Et donc on se retrouve dans la situation où les élèves ne passeront pas, pour la première fois depuis, il paraît, 1968, l'épreuve de philosophie. Alors, bon, un peu de nostalgie, hein, c'est personnellement la première fois donc depuis plus de 20 ans que je ne vais pas corriger le bac de philo, et je vais en profiter pour vous partager quelques-unes des, pas des plus belles perles, mais quelques-unes des perles les plus catastrophiques que j'ai pu lire ces dernières années dans les copies de philosophie. Dans le sujet « Que gagne-t-on à échanger ?» Voilà ce que j'ai pu lire. Effectivement, on peut être trompé par un contrat. Les Juifs, par exemple, ont été trompés par Hitler. Il leur a promis du travail s'ils acceptaient de vivre dans un camp. À l'entrée du camp était marqué « Le travail rend libre ». Mais quand ils sont arrivés, les Juifs n'ont pas eu de travail. Ils n'y ont vu que du feu. Autre perle, sur le sujet, la conscience de l'individu n'est-elle que le reflet de la société à laquelle il appartient? Je vous dis. Et c'est ce qui s'est passé lors de l'élection d'Hitler chancelier en 1933. L'Allemagne est sur le déclin et les gens perdent confiance et foi dans cette société. Personne n'arrive à faire remonter la pente à l'Allemagne. Hitler utilise alors un discours pertinent qui redonne envie au peuple de se battre. Et c'est comme cela qu'il a remodelé une conscience positive dans la tête des gens. Il utilisa tout de même des méthodes pas légales, comme la propagande, mais il réforma une Allemagne forte, mis à part les actes de nazisme dans cette décennie. Dernière perle, sur le sujet, la culture nous rend-elle meilleurs? Je vous dis, cela est tangent. Elle peut très bien nous rendre meilleurs, que très mauvais au niveau des émotions. Hitler en est le parfait exemple. Grâce à sa culture et à la connaissance, il a réussi à obtenir le prix Nobel de la paix. Quelques années plus tard, il est devenu le pilier du Troisième Reich. Alors, inutile de vous préciser que toutes ces copies sont parfaitement authentiques et ont été écrites par des élèves qui n'ont pas nécessairement un niveau catastrophique, et pourtant, c'est un euphémisme, ça laisse un tout petit peu songeur. En fait, on assiste à ce que l'on peut appeler une amnésie collective. Nous sommes les dernières générations, nos enfants sont les dernières générations, à avoir une idée de ce qui s'est passé il y a quelques 80 années. Il y a fort à parier que d'ici 25 à 30 ans, la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, Adolf Hitler vont être au fur et à mesure oubliés. Et il est même fort à parier qu'un leader de l'extrême droite identitaire n'hésitera pas, d'ici à 50 ans, à se référer au fascisme et au nazisme du XXe siècle comme étant des modèles politiques possibles. Alors, on ne va pas trop tirer des plans non plus sur la comète. Hein. Je ne vais pas m'avancer dans une forme d'anticipation du climat politique dans une cinquantaine d'années. Mais d'ores et déjà, aujourd'hui, que s'est-il passé? Comment se fait-il que des élèves qui ont eu des cours d'histoire faits par d'excellents collègues d'histoire-géographie peuvent avoir une si faible culture philosophique au point de faire d'Adolf Hitler un homme historique qui, certes, a un petit peu dérapé, mais au final n'était pas si mauvais que cela? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que nous sommes condamnés à ce que notre mémoire collective finisse par disparaître au fur et à mesure? Alors, pour pouvoir traiter cette question d'un point de vue philosophique, je vais utiliser un des plus grands philosophes du XIXe siècle, Friedrich Nietzsche, qui en 1875 a écrit un livre qui s'appelle « La seconde considération intempestive ». Alors, avant de véritablement développer ce que Nietzsche, en tout cas, va vouloir dire sur l'histoire, je fais une petite introduction pour que vous compreniez bien le sens et l'intérêt du texte que je vais travailler avec vous. Nietzsche est un philosophe du XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est le siècle de la science par excellence, et plus précisément de la science historique. C'est-à-dire qu'un certain nombre de grands penseurs, que ce soit les Allemands Hegel ou Marx, ou que ce soit le Français Auguste Comte, font de l'histoire la science qui va permettre d'expliquer non seulement comment et pourquoi est-ce que l'humanité est telle qu'elle est, mais aussi comment est-ce que l'humanité va se transformer et va réussir à dépasser les différents âges qu'elle a pu connaître jusqu'à présent.
Et Nietzsche est un philosophe intempestif, tout le titre de son ouvrage, Seconde considération intempestive, c'est-à-dire à contre-courant de son époque. Et il va décider de faire de la philosophie à coups de marteau, c'est-à-dire à détruire cette espèce de préjugé. Et en l'occurrence, le préjugé qu'il va vouloir détruire, c'est l'idée que l'histoire permet de résoudre tous les problèmes. La thèse qu'il va défendre, qu'il va développer, et que moi je vais tâcher de vous expliquer, est la suivante. L'histoire est un poison. Alors voilà pour le premier élément de mon introduction sur Nietzsche. Le deuxième élément, Nietzsche est un philosophe à part pour une autre raison, c'est pour son style. Lorsque vous lisez des textes de Nietzsche, vous avez du plaisir parce que Nietzsche est à la limite d'être un poète. Une limite qui parfois a été franchie lorsque vous lisez Also sprach Zarathustra. C'est un des livres de philosophie les plus poétiques qui soient. Mais la seconde considération intempestive n'est pas en reste non plus. Je vais juste vous lire le début pour vous donner un petit peu le goût, l'envie de lire du Nietzsche. Je commence. Contemple le troupeau qui passe devant toi en broutant. Il ne sait pas ce qu'était hier, ni ce qu'est aujourd'hui. Il court de ci, de là, mange, se repose et se remet à courir. Et ainsi du matin au soir, jour après jour, quel que soit son plaisir ou son déplaisir. Attaché au piquet du moment, il n'en témoigne ni mélancolie, ni ennui. Il arriva peut-être un jour à l'homme de demander à la bête « Pourquoi ne me parles-tu pas de ton bonheur? Et pourquoi ne fais-tu que me regarder ?» Et la bête voulut répondre et dire « Ça vient de ce que j'oublie chaque fois, ce que j'ai l'intention de répondre. » Or, tandis qu'elle préparait cette réponse, la bête l'avait déjà oubliée. Et elle se tut, en sorte que l'homme s'en étonna. Vous voyez, tout le travail d'écriture de Nietzsche est vraiment intéressant parce que, contrairement donc à des philosophes comme Heidegger, que je vous ai déjà présenté, ou Hegel, des philosophes allemands au style lourd, au style systématique, au style scientifique ou peut-être pseudo-scientifique, avec Nietzsche, il y a une certaine légèreté dans l'écriture et dans le développement de son propos. Pour autant, ça ne fait pas de lui un philosophe superficiel. Alors, quelle est la thèse de Nietzsche? La thèse de Nietzsche, c'est que un animal est heureux parce que l'animal est hors du temps. L'animal ne se souvient ni de l'herbe qu'il a pu paître la veille, et il n'attend pas l'herbe qu'il va brouter le lendemain. Il vit au moment présent. Et ça provoque chez l'homme une forme de jalousie, parce que lui, au contraire, il a le poids de son passé. L'histoire, je le répète, pour Nietzsche, est un poison, mais comme tout poison, ça dépend de la dose. Si la dose est trop forte, cela va vous tuer. Si la dose est beaucoup plus légère, beaucoup plus contrôlée, cela peut vous soigner. Pour reprendre une formulation nietzschéenne, trop de mémoire tue la capacité, la force plastique de l'homme. Alors qu'est-ce que c'est que la force plastique? Pensez aux arts plastiques. Les arts plastiques, ce sont des arts de la création. Trop de mémoire tue la créativité de l'homme. Pour reprendre une citation de Nietzsche, le plus petit comme le plus grand des bonheurs sont toujours créés par une chose, le pouvoir d'oublier. Jetons donc aux orties toutes les vieilles histoires qui nous alourdissent et qui nous empêchent de nous projeter vers le futur. Apprenons à oublier. Alors bien entendu, si j'arrêtais là cette chronique, ce serait un petit peu provocateur, parce que ça donnerait raison à ces élèves qui veulent littéralement oublier le passé pour se consacrer à l'avenir. Et le propos de Nietzsche est tout de même un peu plus subtil. Comme toute molécule active, ça dépend du dosage. Et Nietzsche, donc, dans son ouvrage, va proposer une pharmacopée, une forme de posologie de l'histoire pour pouvoir réfléchir aux bonnes actions que peut représenter l'histoire. Alors pour cela, il va diviser l'histoire en 3 catégories. Il y a l'histoire antiquaire, il y a l'histoire commémorative et il y a l'histoire critique. 3 formes d'utilisation, d'usage de l'histoire. Alors je précise bien, Nietzsche ne va pas s'intéresser au travail de l'historien, qui lui peut adopter une méthode scientifique pour établir un récit et déterminer la réalité des faits. Ça, c'est un autre propos. Mais nous, qui ne sommes pas des historiens, que devons-nous faire de l'histoire? Nos lycéens, qui suivent donc jusqu'en terminale des cours d'histoire, que doit-il faire de cette culture? Voilà la question à laquelle Nietzsche veut vouloir répondre dans la seconde considération intempestive. Alors commençons par la première histoire, l'histoire monumentale. L'histoire monumentale est une histoire qui sélectionne
les événements pour pouvoir donner du baume au cœur. L'histoire monumentale, c'est l'histoire réécrite d'un peuple pour pouvoir prendre ses héros principaux et montrer comme une forme de modèle qui va permettre au peuple d'aller vers l'avant. L'histoire monumentale, c'est par exemple l'histoire de Jeanne d'Arc. L'histoire de Jeanne d'Arc, qui aurait été cette petite bergère appelée par Dieu pour pouvoir permettre à Charles VII de grimper sur le trône et surtout libérer un certain nombre de villes du joug des Anglais. L'exactitude de cette histoire ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, c'est la force qui est contenue dans ce mythe pour permettre à tout un peuple à la fois de se sentir uni et en même temps d'aller de l'avant. Cette histoire pour Nietzsche, en réalité, souligne ce qu'il y a de sublime dans le passé. Et si on peut mettre en avant ce qu'il y a de sublime dans le passé, ça peut montrer qu'il peut y avoir du sublime dans l'avenir, dans le futur. Et c'est le rôle principal de cette histoire monumentale. L'histoire antiquaire, elle est totalement différente de l'histoire monumentale dans le sens où elle ne fait aucun tri. Elle collecte. C'est l'histoire des musées, c'est l'histoire des collections de familles, c'est l'histoire que vous-même vous pouvez entretenir lorsque vous gardez dans les cartons tous vos souvenirs d'enfance, tous vos souvenirs scolaires, vous savez, ces espèces de grandes réserves où vous gardez vos cahiers de CE2, vos premiers livres, vos vieilles photos, et que vous regardez de temps en temps, ce qui provoque en vous à la fois une forme de nostalgie, presque de tristesse, et en même temps une forme de réconfort. Nietzsche précise le fait que quelque chose, je vous lis une citation de Nietzsche, est devenu vieux, engendre maintenant le désir de le savoir immortel. Cette histoire antiquaire, c'est par exemple l'histoire qui pousse régulièrement des personnes qui, tout compte fait, sont assez éloignées de ces événements, à lire, par exemple, les lettres des poilus. J'ai au-dessus de moi quelques exemplaires de ce genre-là, puisque mon père était passionné par cette histoire-là, par les histoires vraies, et par la collection, dans le sens de collecter, par la collection de petits faits qui vont me permettre de me dire qu'il y a quelque chose d'immortel dans l'histoire de l'humanité. Alors à quoi peut bien servir cette histoire antiquaire? Eh bien, tout simplement à nous rassurer, à calmer nos angoisses. Vous savez, une angoisse n'est pas totalement comme une peur, une angoisse est beaucoup plus diffuse. Et là, l'histoire antiquaire permet de calmer l'angoisse de perdre ses racines. Autant l'histoire monumentale était un stimulant avec des vitamines, autant l'histoire critique, ce serait davantage un anxiolytique. La dernière histoire, la dernière forme d'histoire sélective, puisque bien entendu il s'agit d'une histoire sélective que va proposer Nietzsche, c'est l'histoire critique. Alors l'histoire critique, c'est une histoire qui se construit contre le passé. Par exemple, l'histoire de l'esclavagisme en France. Nous savons que la Révolution française a aboli l'esclavagisme, Napoléon a rétabli l'esclavagisme, et puis après il y a une abolition définitive de l'esclavagisme en 1848. Mais nous savons aussi qu'une partie de la France s'est enrichie grâce au commerce d'esclaves. Mais l'histoire critique, ça va nous permettre de nous construire contre cette période. Nous dire que nous ne sommes plus comme ça. Dire que la France aujourd'hui se tourne le dos à ce passé qui n'est pas très très glorieux. Donc cette histoire elle est faite pour trancher, pour nous couper du passé, pour dire que la nation doit se construire vers le futur et non pas simplement sur son passé. Et quelle serait la meilleure des histoires? Aucune. Justement, ce que Nietzsche veut aussi démonter comme illusion, c'est le fait qu'il puisse y avoir une histoire totale, une histoire scientifique qui nous donnerait la vérité et qu'il faudrait adorer comme une nouvelle forme de divinité. Non, non, l'histoire est parcellaire, l'histoire est sélective. On utilise des petits bouts d'histoire, mais cette utilité, elle doit être au service de la vie. Elle ne doit pas être au service simplement de la contemplation. Notre rapport à l'histoire n'est rien d'autre, au final, qu'une interprétation du passé en fonction de nos besoins dans le présent pour nous projeter vers l'avenir. Ce qui fait que souvent, alors là encore, je répète, je ne parle pas de l'histoire des historiens, mais de l'histoire qui se diffuse au sein de la population, de l'histoire comme une forme de culture. Et bien souvent, cette histoire, elle est malaxée, elle est tordue, elle est réécrite, elle est une forme de mythe dans le sens où c'est un récit presque originaire qui va nous permettre
d'y plonger nos racines. Il y a eu toujours un exemple qui m'a frappé, ça a été le retour du général de Gaulle aux affaires en 1958. Pendant très très longtemps, on m'a parlé de l'homme providentiel, jusqu'à ce qu'un collègue d'histoire me rappelle un petit peu dans quelles circonstances pas très très claires le général de Gaulle a précipité son retour, notamment en produisant une forme de désordre à Alger. Mais peu nous importe. Le général de Gaulle, c'est le fondateur de la Ve République. Et en soi, c'est un monument de l'histoire du peuple français que l'on va adorer, soit pour des raisons monumentales, soit pour des raisons antiquaires. Mais peut-être qu'un jour, il faudra réfléchir sur cette figure d'un point de vue critique. Alors, pour revenir à nos élèves qui écrivent sur Hitler, à quelle catégorie est-ce qu'ils appartiennent? Et quelle est l'histoire qui les intéresse le plus? C'est assez difficile à répondre, hein, bien entendu, puisque ces perles, ce sont avant tout des maladresses. Hein. Et est-ce qu'il faut s'en affoler parce que c'est une forme d'amnésie, comme le mouton, qui est heureux parce qu'il va pouvoir brouter son herbe sans se soucier ni de la veille ni du lendemain? Ou est-ce que c'est une forme de retour d'idéologie nauséabonde, identitaire, qui vont remettre en avant ces individus comme étant de nouveaux héros de l'histoire de l'Europe? Alors ma réponse, elle serait relativement simple. Hein. Tout compte fait, je pense que ce sont tout simplement des élèves maladroits qui se prennent les pieds dans une culture historique beaucoup trop complexe, beaucoup trop dense, et ils n'ont pas la maturité ni le recul nécessaire pour pouvoir faire le tri entre tous ces éléments. On leur demande pour le baccalauréat de faire une synthèse impossible pour eux. Et voilà, cela donne parfois des choses qui, sorties de leur contexte, qui est une copie de philosophie, peut paraître totalement extravagante. Mais c'est aussi une occasion de réfléchir sur cette question essentielle, quel est véritablement l'intérêt de l'histoire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié cette chronique, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques philosophiques par Mon et par vous.